Pourquoi tu lances la truite de Schubert, là? Bah, la truite, c'est comme les saumons, c'est pareil. Non, mais rien à voir. Lance les saumons. Bienvenue dans Les Saumons, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui vont à contre-courant. On s'est dit pourquoi pas mettre en lien en fait les lieux et les gens qui sont à la recherche d'espace, et dans cette idée aussi de rendre la ville plus vivante et de faire la ville donc avec et pour les habitants. Dans cet épisode, je vous invite à découvrir une utopie urbaine qui a pourtant bel et bien pris vie. Il s'agit de Hop Hop Hop, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode 9 des Saumons. Hop Hop Hop, c'est un projet porté par Anna Hotz et Lucille Andersen, respectivement architectes et urbanistes, qui avaient à cœur de proposer une autre manière de vivre l'espace urbain, plus proche des besoins des habitants. Elles se sont donc mobilisées, ainsi que toute une équipe, pour occuper provisoirement une friche du centre-ville de Besançon, afin d'y créer des espaces de travail, de création, d'expérimentation et d'émulation, ouverts à tous. Une très belle réussite que je vous propose de découvrir sans attendre à travers l'interview de Lucille et Anna. Très bonne écoute. Bonjour Anna et Lucille. Bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir dans ce lieu si singulier qui s'appelle Hop Hop Hop, qui explique l'enregistrement que nous sommes en train de faire. Alors Hop Hop Hop, c'est un collectif qui pour moi a vraiment toute l'utopie. C'est quelque chose que vous avez monté de toutes pièces et que je trouve assez incroyable. Alors je vais vous laisser le présenter en quelques mots, déjà en résumé, et on aura tout l'épisode pour revenir dessus, mais voilà, qu'est-ce qu'Hop Hop Hop ? Comment est-ce que vous pouvez le présenter, cet endroit ? Hop Hop Hop, donc on a un collectif à la base qui était composé d'architectes, d'urbanistes et d'un designer. Et on s'est regroupé avec cette envie de faire vivre temporairement des espaces vides, des espaces désaffectés, pour en faire des lieux d'hospitalité, des lieux d'échange, des lieux de rencontre, de convivialité. Parce qu'on partait du constat qu'en ville, en fait, autour de nous, il y avait plein d'espaces qui étaient vides, et que de l'autre côté, dans nos réseaux, ou même nous, on était à la recherche d'espaces pour travailler, pour échanger, pour répéter, pour créer. Tester des projets. Et on s'est dit, pourquoi pas donc nous mettre en lien en fait les lieux et les gens qui sont à la recherche d'espace. Et dans cette idée aussi de rendre la ville plus vivante et de faire la ville donc avec et pour les habitants. Alors ça, c'est un sujet que vous connaissez bien, puisque Anna est architecte, Lucille, toi tu es urbaniste. Comment est-ce que vous avez choisi ce lieu ? Est-ce qu'il s'est imposé à vous ? Est-ce que vous l'avez quand même un peu sélectionné ? Ça s'est passé comment ? Parce que du coup, vous avez investi un bâtiment qui s'appelle l'Arsenal, à Besançon, qui est l'ancienne fac de médecine, voilà, pour la petite histoire. Et voilà, comment c'est venu l'histoire avec ce lieu en particulier ? Alors, c'est un peu un concours de circonstances aussi, mais ça faisait un moment qu'on pensait moi, en tant qu'habitante de Besançon et bisontine, je voyais cet endroit que je connaissais depuis toujours, mais qui a été vide, et je me demandais ce qu'il allait s'y faire. Puis, à côté de ça, quand j'ai rencontré Lucille, en fait, elle m'a parlé des grands voisins, parce qu'elle vient de Paris, donc c'était en plus dans un hôpital. Donc, il y a eu un peu on s'est dit, il y a un truc à faire. Nous aussi, on a un hôpital à Besançon où on pourrait faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous parler des grands voisins, justement ? Donc, les Grands Voisins, c'est un projet d'occupation temporaire de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, donc à Paris, dans le 14e. Ils sont dans les locaux, leur projet d'occupation temporaire a duré, ils vont partir dans pas longtemps, mais ça fera en tout peut-être 6 ans à peu près. Et c'est devenu la plus grande occupation temporaire d'Europe. C'est devenu un village en fait. On retrouvait vraiment cet esprit de village et cette ambiance-là. Un village complètement atypique, alternatif, donc avec des espaces de travail, avec des lieux de rencontre, des lieux où on fait la fête, des lieux où on vient pour se cultiver, des lieux où on vient pour manger. Et un centre d'accueil social. Ouais, il y avait une dimension sociale assez forte, vu qu'il y avait de l'hébergement d'urgence. Et moi, je sais, donc mes parents habitent juste à côté, et à chaque fois que j'allais là-bas, je ressentais un truc vraiment particulier, quoi. Je me disais, c'est comme ça que j'ai envie que les espaces y soient, et qu'il y ait ces rapports-là entre les gens. Du coup, quand on en a parlé avec Anna, elle est exactement dans le même état d'esprit, donc on s'était bien trouvés. Et on s'est dit, oui, à Besançon, en fait, il y a tout un réseau associatif qui est déjà assez important. Nous, des gens dans nos réseaux aussi qu'on disait qu'ils pouvaient s'embarquer un peu dans l'aventure pop-up avec nous. Et donc on s'est dit, allez, on y va. Et donc on a constitué le collectif avec 3 autres personnes à la base.
Et donc comment est-ce que vous avez fait, parce qu'après c'était un long chemin, je crois, pour arriver à concrétiser cette belle idée? Ben oui, parce qu'une fois qu'on est parti sur l'idée de viser Saint-Jacques, on s'est dit qu'on allait commencer par constituer un groupe de personnes pour réfléchir à l'idée. Donc c'est là qu'on s'est réunis à 5, donc avec 2 autres architectes que moi je connaissais d'avant et avec qui on avait souvent des discussions sur notre pratique qui questionnaient notre manière de travailler et notre rôle d'architecte, et donc qui était dans cet esprit-là. Et Lucille connaissait un designer qui avait envie aussi d'un espace de bricolage partagé et qui réfléchit assez à ces choses-là. Et donc on a commencé par juste se faire des réunions, mais toutes les semaines, des rendez-vous réguliers comme ça, pour échanger sur ce qu'on imaginait, ce qu'on avait envie, pour pouvoir un peu définir le projet. Et puis après, il a fallu le présenter concrètement au CHU en leur disant on aimerait bien faire ça chez vous. Et là, c'est là que ça a commencé, une année d'aller-retour, de négociation un peu pour finir par la convention d'occupation temporaire. D'accord, donc c'est le CHU qui vous a fait une convention d'occupation temporaire. Et je crois savoir également qu'il y a une entreprise, aujourd'hui il y a plein de monde autour de Pop-Up, mais il y a aussi une entreprise privée qui gère les loyers, du loyer modeste, mais il y a une petite contrepartie financière quand même au fait d'occuper les locaux. Qui vous a aidé pour organiser ça? Parce que finalement c'est hyper bien rodé. Et voilà, c'est très professionnalisé alors que ça part de quelque chose de très associatif, collaboratif. C'est rigolo que tu dises ça. Ouais, je trouve. En fait, on s'est dit gérer la signature du bail avec tous les gens de Pop-Up, tous les résidents. Ouais. On allait vite se prendre la tête et puis on allait surtout faire face à des gens qui pourront pas payer ce mois-ci et du coup on allait devoir parler pas mal d'argent avec eux. Donc on s'est dit ok, il faut qu'on fasse appel à des gens de l'extérieur pour gérer ça fera de l'administratif en moins. Et c'est Plateau Urbain, donc une des structures qui travaille sur le projet des Grands Voisins à Paris, qui nous a conseillé donc cette boîte-là. Donc, qui nous permet de faire en sorte qu'on n'a pas à s'en occuper. Oui. C'est pas des discussions qu'on avait envie d'avoir avec les résidents, donc ceux qui travaillent ici, avec qui on partage l'espace. Bien sûr. Juste pour revenir sur comment on a constitué le groupe, donc il y avait les 5 membres fondateurs et après on trouvait ça important de déjà parler du projet à tous ceux qui seraient intéressés. Et c'est là qu'on a organisé donc 2 réunions, donc dans le grenier de la coloc dans laquelle j'habitais à l'époque. Je me rappelle, il faisait froid. On était tous avec nos manteaux, c'était pas chauffé en haut. Et j'étais déjà étonnée de voir le nombre de personnes qu'il y avait. Et donc on s'est vraiment dit, il y a peut-être, il y a quelque chose à creuser. On avait vérifié le fait qu'il y avait une envie, un besoin, qu'il y avait une énergie suffisante. Un bon terreau à Besançon. Ouais, un bon terreau. Et c'est le cas puisqu'il y a presque 60 résidents. 50. 50, ouais. 50. Et une petite liste d'attente régulière. Oui, voilà. Une bonne liste d'attente. Ouais, effectivement. Et ça fait combien de temps maintenant au Pop-Up que ça existe? Ça, en fait, nos 2 ans d'entrée dans les locaux. Là. De l'Arsenal, oui. Après l'association, du coup, elle a 3 ans, elle, parce que c'est formé avant. Mais vraiment, l'entrée dans les lieux à l'Arsenal, c'était... On a eu les clés en janvier, il y a 2 ans. D'accord. Puis c'était des toutes petites clés. On était étonnés parce qu'on s'est dit qu'on allait rentrer dans un grand bâtiment, dans 2 bâtiments, ça faisait 2000 mètres carrés. Ça faisait un an qu'on espérait ces clés. Ils nous ont donné une toute petite clé. Pas mal. Et alors du coup, qu'est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui chez Pop-Up? Alors il y a la grosse partie avec tous les espaces de travail. En fait, à la base, on s'était dit comment habiter le lieu et faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent tous les jours. Donc vu qu'on n'avait pas le droit d'y dormir, on s'est dit on va y travailler. Et c'est aussi avec ce groupe-là, qui seront les gens qu'on fréquentera tous les jours, qu'on va constituer la suite du projet. Et donc il y a 40 personnes, donc c'est plutôt dans le domaine de la création. Ça va des couturières, à des archis, à des compagnies de théâtre, il y a un savonnier, des graphistes bien sûr, beaucoup. Des graphistes, des artistes, photographes, voilà. Donc ça c'était le côté pluridisciplinaire, c'était quelque chose qu'on souhaitait depuis le début. Donc espace de travail, les salles polyvalentes,
parce qu'on avait envie qu'il y ait des salles qui soient aussi ouvertes à toute personne lambda, donc pour répéter, pour se réunir, et on est étonné, il y a tellement de gens qui recherchent des salles. Parce qu'on pouvait pas... les résidences étaient limitées, et en même temps on voulait que le lieu soit ouvert à tous les Bisontins, donc ces salles-là c'était une manière de le faire. Et le café, ça a été une étape encore supplémentaire. On voulait absolument qu'il y ait un endroit qui soit ouvert au grand public, pour déjà pas qu'on soit juste dans notre petit entre-soi, et puis surtout que ça crée la rencontre et l'hospitalité qu'on avait envie de créer. Donc en phase 2 du projet, donc il y a eu le café, la recyclerie, l'atelier de bricolage, la salle d'expo, le fonds documentaire de livres d'artistes, et il y a eu la boutique aussi qui a été ouverte à l'initiative des résidents. D'accord. Il y a la recyclerie. Est-ce qu'on en a parlé ? Cité, mais oui. Cité, oui. Ça faisait aussi partie des choses qu'on avait mis dès le début dans le projet, avec le café. Après, il y a des choses qui se sont agglomérées, mais la recyclerie, c'était dès le départ une volonté, parce que, dans l'idée d'aider au recyclage, de sensibiliser à toutes ces questions-là. Nous, on recyclait un bâtiment, en quelque sorte, et on voulait aussi, à plus petite échelle, être dans cet état d'esprit. Et la recyclerie, elle permet de sensibiliser, et aussi on a des ateliers le samedi après-midi sur cette thématique. Donc c'est une thématique qui nous est chère. Après, il y avait aussi... Et de ne pas jeter. Oui. C'est dingue comme on accumule, le bac est tout le temps... Ça va très vite. Ouais, c'est vrai. Parce que ça a été... mettre en place, c'est pareil, on ne savait pas trop comment faire ça, et puis ça s'est fait. Au début, on réfléchissait à comment on allait pouvoir récupérer des choses, et puis maintenant, on en récupère trop. Donc c'est rigolo, tout marche aussi, c'est assez étonnant, en fait. Il y a un truc un peu magique. On lance des choses comme ça, puis ça marche. Je dirais globalement, le projet a pris beaucoup d'ampleur pour vous, et à tel point que vous avez dû... Maintenant, vous êtes salarié. Alors, salarié du CHU ou salarié de quelle structure, pour vous occuper de ce lieu, finalement De l'association Pop-Up. De l'association Pop-Up, d'accord. Donc vous êtes salarié parce que finalement, ça prenait beaucoup trop de temps. Et est-ce que vous pouvez nous en parler de ça ? Comment ça a évolué dans le temps pour vous, et à quel constat vous êtes arrivé avant de vous salarier ? Il y a un gros engagement bénévole en amont, parce que c'est un projet de cœur, c'est un gros projet de cœur, et c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie de mettre en place ensemble. Mais à un moment donné, en fait, quand ça te prend ton temps plein, la question de si tu veux que l'occupation dure dans le temps, même si elle reste temporaire, on peut pas... C'est pas viable. C'est pas viable. Donc il a fallu intégrer cette variable-là, et puis en fait le fait qu'on mette à disposition les espaces de travail rapporte de l'argent à l'association et permet de financer la coordination du projet plus général. C'est pour ça que c'est la phase qu'on a lancée en premier. Ça nous permet une autonomie financière qui est assez géniale. Mais c'est vrai qu'au début... dans nos premières envies, on avait envie de participer au projet chacun d'une manière différente, mais on se disait qu'on avait envie, dans l'hypothétique, d'être salarié un jour. On s'imaginait travailler pour ça, mais en se disant que ça allait être long et compliqué pour y arriver, quoi. Et finalement, c'est arrivé assez vite. Mais tout a été tellement vite. Ouais. On a quand même longtemps travaillé bénévolement, et vraiment à l'équivalent d'un travail, mais... On était tellement heureux. On a de la chance derrière. J'ai gardé un souvenir de quand on a fait nos premiers week-ends ménage dans les locaux. On était tellement contente d'enfin rentrer dans les locaux. On avait attendu pendant 1 an. Ouais. C'était fou. Et on aurait pu faire ça pendant 2 mois de suite. Mais on n'avait que 3 week-ends, et après les résidents arrivaient. Est-ce qu'il y a eu ménage, il y a eu travaux. Je me rappelle, vous avez fait de la peinture, vous avez donné un sacré coup de neuf. Alors après, est-ce que les résidents aussi se sont appropriés leur bureau et ont fait leurs propres travaux ? Vous n'avez pas tout fait, j'imagine. On a fait les communs, et puis on a fait le ménage des bureaux aussi. Ah oui, c'est vrai. On a fait le ménage des bureaux. Ouais. On n'a pas fait pour la deuxième, mais pour la première, on était à fond. On a fait, après, on a déjà commencé à rencontrer des futurs résidents à ce moment-là, et c'était vraiment chouette de les rencontrer dans ces circonstances-là, de prendre le temps de se connaître. Et puis en parallèle, on n'avait pas fini encore le ménage, mais on a organisé donc 2 visites pour faire visiter les personnes intéressées par les espaces de travail. Et ça, c'était aussi un premier grand moment. Il y en a plein qui sont déjà venus
au week-end d'aménagement avant d'être résident. Je ne sais plus exactement. L'idée, Ils c'est sont là depuis le début. Pour s'approprier aussi un espace, si tu participes au ménage collectif, si tu participes un peu aux premières sessions de travaux et tout ça, tu commences à te l'approprier et tu commences aussi à former le groupe qui fait partie aujourd'hui des résidents de l'Arsenal. Et c'était assez génial de voir le lieu se transformer aussi, parce que entre le moment où on a commencé à le nettoyer et puis le moment où on a commencé à l'aménager, il y a vraiment eu la vie qui prenait dans le bâtiment, quoi. Et quand après avoir nettoyé un bureau, quand on rentrait et que les gens avaient mis leurs affaires, c'était incroyable. Mais la vie continue parce qu'il est personnalisé un peu en permanence, ce lieu. J'ai l'impression, en tout cas. Et vos journées ont l'air par contre assez éclectiques, parce que la petite anecdote, c'est que juste avant qu'on enregistre, on était dans les problèmes de plomberie. Voilà, donc en fait ça a l'air sympa comme ça, mais finalement vous êtes amené à être sur tous les fronts en fait au quotidien. Oui, jamais la même chose. C'est ça, mais du coup c'est agréable aussi, mais c'est très polyvalent et c'est assez marrant d'être à différentes échelles aussi, donc vraiment le côté pratique, des fois à gérer un problème du bâtiment c'est un bâtiment, ça vit aussi, et ça a des petits soucis de santé. et après d'être dans des réflexions plus importantes sur l'architecture et l'urbanisme, et c'est un mix qui est agréable parce qu'on a envie d'être dans le faire aussi, en fait. On est à la base des personnes qui ont besoin d'agir, c'est aussi ce qui nous a amené à faire ce projet-là, de tester les choses en les faisant et pas juste en parlant, théorisant, tout ça. Et donc là, ça fait aussi partie du jeu, de bricoler avant d'aller faire un truc, un rendez-vous, une réunion. On ne sait pas, mais on y va quand même, un peu. Oui. Et c'est ce qu'on a envie aussi que les autres personnes qui fréquentent le lieu, qu'ils fassent, c'est d'oser, en fait. D'oser. Ici, il n'y a pas trop d'enjeux. Il y a pas mal de bienveillance entre toutes les personnes qui fréquentent le lieu, donc c'est d'oser de se lancer dans peut-être des activités qu'on n'a jamais faites, d'oser de faire certaines choses qui permettent aussi de te révéler. D'expérimenter, tester, tout est un peu possible. C'est vrai que on a appris à être serrurier parce qu'il a fallu changer 50 barrières. Et c'est des trucs on n'avait jamais fait, mais en fait une fois qu'on le fait, on sait. C'est un peu le message. Et comment est-ce qu'il va évoluer, ce lieu ? Quelles sont les perspectives ? Est-ce que vous avez de la visibilité là-dessus ? On sait on va encore être là pour un petit moment. On va pas donner de temporalité. Mais là, ça fait 2 ans. Le lieu va être vendu donc, au rectorat, normalement. Mais ils n'ont pas l'air très pressés d'acheter non plus. Donc nous, c'est un bail très précaire qu'on a, vu qu'on signe des avenants de 6 mois, mais dans nos têtes, on n'est pas du tout inquiète parce que c'est que ça va durer encore un petit moment. Mais avec 2 résidents, on fait des entretiens de résidents. Oui. Donc on va voir un peu chacun et puis on leur pose des questions par rapport à ce qu'ils font, par rapport à l'investissement pour le projet collectif, qu'est-ce que ça leur apporte. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que vous ferez quand on partira ? Et tout le monde dit qu'ils ne retourneront certainement pas chez eux pour travailler tout seuls. Ils ont tous envie soit de nous faire confiance et de nous suivre et d'aller dans un autre lieu, ou alors de eux ensemble créer un petit collectif, alors pas forcément une association, mais de se mettre ensemble et d'aller investir aussi un endroit. Donc ça, c'est tout bénef si ça se passe comme ça aussi, si ça leur donne envie à leur tour de se lancer. Et il y a plein d'autres bâtiments à occuper temporairement. Donc c'était aussi le but. L'association, on l'a constituée à partir du projet à Saint-Jacques, mais sans la limiter à ce projet-là. Et on savait on a toujours espéré qu'il y en aurait d'autres derrière et qu'on pourrait révéler comme ça des lieux différents dans la ville. Et en réinventant du coup à chaque fois aussi selon le contexte. C'est ça qu'on aime dans le fait que ce soit temporaire. C'est aussi, ça permet plus de choses. C'est vrai qu'il y a moins d'enjeux. Et puis on est un peu obligé de se réinventer. On ferait de l'acupuncture urbaine. Il faut que tu expliques ce que c'est. Ouais. De l'acupuncture urbaine. De l'acupuncture urbaine, c'est le fait de considérer la ville comme un organisme vivant et que du coup on vient révéler certains endroits où il y a un déficit énergétique ou des choses comme ça, et ça a des répercussions à échelle plus large.
D'accord. Donc dans la ville, il y a ces endroits, il y en a qu'on a identifiés et qu'on aimerait pourquoi pas occuper. Mais ça peut être aussi des espaces publics, bien sûr. Mais voilà, un peu soigner la ville de cette manière-là, qui est douce. Par petites touches. En fait, dans l'objet de l'association, il peut aussi y avoir les espaces publics. L'idée de redonner vie à des lieux qui ne sont plus très en vie. Il y en a beaucoup. Beaucoup de nos espaces publics sont comme ça. On veut aussi un peu travailler là-dessus, essayer de ramener les habitants à s'approprier la ville et à la rendre plus vivante. Est-ce que vous avez l'impression justement d'avoir modifié l'énergie des lieux avec ce collectif? Oui. Ouais. Mais vraiment, Alors, il y en a beaucoup des énergies dans ce bâtiment. Mais... non, mais c'est impressionnant. La première fois quand on est arrivé ici, il y a plein de poussière. Il y avait une certaine énergie plutôt, je sais pas, non, on s'est projeté. Il y a un côté un peu glauque de vieil hôpital, grand spécial, couloir, les murs noirs. Mais moi, je trouve ça fou assez rapidement comment ça a changé. Le fait qu'il y ait des gens qui viennent l'habiter, en fait, ça lui donne complètement une autre tournure. Je me souviens au début... Il y a des énergéticiens qui sont venus dans le bâtiment au début, pourquoi pas prendre un espace. Et ils avaient décidé donc, de finalement pas venir ici parce qu'ils sentaient qu'il n'y avait pas une très bonne énergie, mais je suis sûre que s'ils revenaient aujourd'hui, ils sentiraient la différence. Mais je me souviens que les premières fois, là, quand on se retrouvait seul le soir dans le bâtiment, on se disait wow, c'est un peu flippant quand même. Il y a une ambiance un peu particulière. Ça va être comment quand on sera là en train de travailler puis qu'on finira tard. Et puis en fait après, c'est complètement parti, quoi. C'est comme d'être tout seul. Déjà, on n'est pas souvent tout seul, mais même le soir, c'est plus du tout la même sensation. C'est rigolo. Donc du coup, malgré la densité de l'expérience, vous êtes toujours hyper enthousiaste et vous aurez envie de remettre ça ailleurs quand ça se présentera. Justement, comme c'est dense, on ne s'ennuie pas et on est heureuse. On verra, il y en a d'autres des bâtiments à investir. Merci beaucoup, Lucie Anna. Merci à toi. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode des Saumons. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le réécouter, le partager et à lui attribuer quelques étoiles. J'en profite également pour remercier Cyril à la bouvette, grâce à qui ces enregistrements sont possibles. À très bientôt et merci.